m'appelle Jérôme Clus et moi je vais vous présenter une partie, notamment la fin de ma thèse, sur comment promouvoir l'insertion à l'activité des personnes en situation de handicap. Je suis sous la direction de Laure Gilbert, donc c'est la session de Laure Gilbert maintenant, puisqu'il y a Mathieu avant, Marie après, et sous la co-direction de Guillaume Brock. Et je fais aussi partie d'une collaboration avec une entreprise qui s'appelle l'APSH 34, Association pour personnes en situation de handicap. Avant d'aller plus loin, il faut que je rappelle un petit peu le contexte de la thèse. Je suis adossé au Club Motivation, qui est un dispositif d'insertion vers l'activité. C'est une réponse au PIC 100% inclusion vers la citoyenneté. Qu'est-ce que c'est? Ce sont les appels à projets d'État. Donc l'entreprise APSH 34 a répondu à des appels et j'ai été recruté derrière. C'est un dispositif qui s'intéresse à une population de 16 à 62 ans qui ne présente pas d'activité professionnelle, mais présente un trouble de santé limitant sans reconnaissance administrative au préalable. Le vocabulaire trouble de santé limitant, ce n'est pas forcément quelque chose que les gens connaissent. On va aussi le simplifier par situation de handicap. Donc, en 2005, il y a eu une loi sur le handicap. Ça peut parler à beaucoup de personnes. La loi, c'est toute limitation d'activité ou restriction à la participation en société subie à cause d'un trouble. Cette définition, en fait, elle est accolée à une théorie qui est la classification internationale du handicap. Elle part du principe qu'à un moment va survenir un événement, un trouble, une maladie. Si celle-ci offre ou donne une perte de substance ou une altération physiologique, par exemple, si j'ai un problème de vue, mon œil il va avoir un problème d'altération, alors on va parler de déficience. Lorsque la déficience entraîne une incapacité, c'est-à-dire une réduction partielle, on va avoir une deuxième stade du handicap. Et à la fin, si ce trouble, cette maladie, m'empêche d'avoir des activités qu'on pourrait nommer normales par rapport à une personne qui aurait mon âge, mon statut et toute ma situation, on va parler de désavantages. Et en fait, le handicap, il s'inscrit sur la combinaison des trois, la déficience, l'incapacité et le désavantage. Sauf qu'ici, on est sur la théorie. En termes de pratique sur le terrain, une situation de handicap doit faire l'objet d'une reconnaissance administrative. Nous, on va s'intéresser à des reconnaissances très précises qui s'appellent les BOETH, bénéficiaires de l'obligation d'emploi, travailleurs handicapés. Elles sont au nombre de 9. Et pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à cette population? On va s'intéresser à cette population parce que son taux d'insertion est inférieur aux personnes non limitées. Étant donné qu'elles sont en situation de handicap, elles ont aussi des difficultés périphériques à l'emploi, des rendez-vous médicaux, mais aussi des problématiques d'horaire, etc. Le maintien à l'emploi est moindre qu'une population qui serait non limitée. Et dernièrement, ça fait un cercle vicieux. Moins on est en activité, plus on est maintenu en inactivité, plus on a des effets négatifs à long terme. Là, je vous parle beaucoup d'emploi, je vous parle beaucoup de capacité, on va aussi parler de compétences, mais on va aussi s'intéresser à ce qu'est l'employabilité. L'employabilité, c'est la capacité pour une personne à être employée. Sauf qu'en réalité, cette capacité, elle peut être divisée en 3 approches. Les approches dites individuelles, donc toutes les caractéristiques et ressources de l'individu à trouver et à se maintenir en activité, comme par exemple un diplôme. Les approches organisationnelles, donc c'est tout ce qui va être en lien avec un employeur, une entreprise, donc les systèmes de recrutement par exemple. Et dernièrement, le système socio-éducatif. Par exemple, notre diplôme de thèse, notre titre, dépend de notre société. C'est l'État qui décide de ce qu'est validé ou non en termes de diplôme. On comprend alors que l'employabilité ne peut être prise que sous une approche et qu'il faut combiner les 3 ensemble. Mais pour combiner plusieurs approches, il faut comprendre qui intervient dans l'employabilité de nos personnes en situation de handicap. On a trouvé 4 types d'acteurs, donc déjà les adhérents eux-mêmes, donc les personnes en situation de handicap, les job coachs ou conseillers en insertion professionnelle, donc ceux qui vont accompagner les adhérents,
Les structures d'accueil, alors pourquoi ce terme et pas employeur? C'est parce que dans une entreprise, on peut avoir plusieurs référents. Ça peut être un manager, ça peut être le recruteur, ça peut être le patron. Donc on a préféré l'appellation structure d'accueil parce qu'on n'est pas forcément aussi que sur de l'emploi. On est aussi sur du bénévolat et d'autres formes d'activité. Et tous les partenaires, donc les professionnels de structures sociales, médico-sociales et médicales, qui vont accompagner les adhérents de façon périphérique. Donc on comprend que pour travailler l'employabilité des personnes en situation de handicap, il va falloir qu'on combine l'ensemble de ces parties prenantes. Donc pour cela, on a fait appel à l'intervention mapping. L'intervention mapping, c'est une méthode de planification d'intervention fondée sur une triple logique. Écosystémique, c'est-à-dire qu'elle va s'intéresser à l'ensemble des besoins de chacune des parties prenantes. Participative, donc elle va mettre en collaboration chacune de ces parties prenantes. Et scientifique, basée, prouvée sur la science, par la preuve. La méthode est la suivante. En fait, l'intervention mapping est composée en 5 étapes, mais elle permet de passer de l'analyse des besoins jusqu'à la planification et la mise en place de l'intervention. Aujourd'hui, je vais m'intéresser principalement à l'évaluation de l'intervention. Néanmoins, je vais quand même vous présenter un peu l'intervention qu'on a mise en place. J'espère que vous êtes prêts. Dans une première phase, on va essayer d'évaluer les besoins, non pas que des adhérents, mais aussi des structures d'accueil. L'objectif, c'est d'étudier si ce dont ils ont besoin peut être... est-ce qu'on peut y répondre? Est-ce que les job coachs, donc conseillers d'insertion, peuvent répondre à la fois aux besoins des adhérents et des structures d'accueil? Dans le cas où on n'arrive pas à y répondre, on fait une réorientation. Ce qui est intéressant, c'est que les réorientations peuvent être faites par d'autres structures partenaires. Donc on a déjà une boucle présente. Lorsqu'il y a adéquation entre l'offre de service et les besoins identifiés de la structure d'accueil et des adhérents, on passe vers la phase d'accompagnement vers l'activité. J'insiste bien sur vers parce qu'après il y a accompagnement, autre activité. On est dans une phase de préparation, donc une préparation moindre où on essaye de répondre rapidement à ce que souhaiterait l'individu et ce que souhaiterait l'entreprise. On se base sur ce qu'on appelle une méthode IPS. On a parlé ce matin de... comment on appelle l'approche? Montessori. Ça ressemble, mais c'est vraiment sur l'activité. Donc on est basé sur les désirs des individus, les besoins exprimés et pas les besoins supposés, ainsi que l'action et la proactivité des job coachs. Lorsqu'on a fini de préparer, on passe sur la phase des rencontres. Donc on va faire rencontrer les structures d'accueil et les individus pour qu'il y ait adéquation et adhésion, donc rentrée en activité. Lorsqu'il y a une rentrée en activité, on passe sur la phase d'accompagnement dans l'activité, c'est-à-dire de sécurisation. C'est une boucle rétroactive, donc c'est-à-dire que si la personne venait à sortir d'activité, on reprendrait l'accompagnement vers l'activité. On peut aussi avoir des phases de sortie, donc une phase de maintien en activité à droite, mais de sortie du dispositif, ou de sortie d'activité et sortie du dispositif aussi. Et je vous parlais des parties prenantes, notamment des partenaires. Il faut savoir que tout au long, ils vont agir et accompagner en parallèle pour répondre aux besoins périphériques. Il me reste 1 minute, ça va aller. Pour évaluer cette intervention, on a pris plusieurs critères. Donc déjà, ce qui nous intéresse en premier lieu, c'est le taux d'insertion, puisqu'on essaie de savoir si les personnes vont mieux s'insérer. Des scores aussi d'échelle, donc d'épanouissement, de motivation à retravailler et des scores de portefeuille de compétences transversales. Ainsi qu'on voulait savoir si les parties prenantes se sentaient plus impliquées, est-ce que l'intervention a bien été appliquée, et derrière, on a fait des études de cas auprès des bénéficiaires, principalement parce qu'on avait des difficultés à interagir avec les autres parties prenantes, telles que les partenaires et les structures d'accueil. En conclusion, et je pense que c'est la finalité, et c'est vraiment une approche que j'aime beaucoup, moi, de mon travail de thèse, c'est qu'on passe d'un travail de job coach à un travail de médiateur. C'est-à-dire que déjà, on a une réappropriation de l'accompagnement des bénéficiaires, puisqu'ils sont acteurs de leur libre choix. On a la création de nouveaux liens entre les parties prenantes, que ce soit des structures d'accueil
avec les partenaires ou inversement, ainsi que les bénéficiaires avec de nouveaux partenaires. Donc on crée de nouvelles ressources. On a un accompagnement qui est avant et pendant l'activité. Dit comme ça ne semble pas pertinent, mais en réalité, les projets d'insertion se basent uniquement sur l'insertion et pas sur la sécurisation derrière, ou inversement. Là, on fait une transition entre les deux. On sait aussi qu'avec ce dispositif, 50% des adhérents ont été au moins une fois insérés dans les 60 jours. Pour parler des autres SPE, on est à l'ordre de 4 mois. Et on a aussi une forte réduction de la psychologisation. La psychologisation, c'est le fait de responsabiliser l'individu par son manque d'activité et dire qu'il est le seul responsable de son manque d'activité. Ici, on sait que chaque partie prenante est actrice de l'insertion. Ainsi, on déresponsabilise l'individu et on reprend un peu la liberté et l'autonomisation de celui-ci. Merci beaucoup.